Mes chers amis, bon retour à vous. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue, je suis Nico de l'organisation Zezutisme. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors mes chers compatriotes, cette partie je la consacre au divertissement du système solaire primitif. Alors comme je l'ai expliqué précédemment, notre galaxie est venue au monde avant notre planète. C'est une logique auquel on ne peut pas nier. En revanche, notre planète a mis fin à sa formation avant son système solaire. Voyez-vous, chers amis et compatriotes, après la naissance de notre univers, il y avait énormément de diversité à ce moment-là. On y trouvait un désordre où le gaz s'agitait de partout. Notre galaxie a été traversée par des corps en forme de braise, dont certains sont entrés en collision, puis ont augmenté en masse. Plus tard, disons à plus de 5 milliards d'années derrière nous, notre Soleil était encore qu'un nuage d'hydrogène, puis d'anneaux de gaz et de poussière qui vont s'assembler pour devenir une masse d'énergie contenant du nucléaire. Il augmentera en masse au fur et à mesure. D'ailleurs, prenons compte que jusqu'à présent, il augmente encore à chaque jour qui passe, voire à chaque minute. Il contient plus de 99% de la matière du nuage d'origine. C'est-à-dire que sa constitution, si vous voulez, représente quasiment 99% de la matière primitive. Donc 99% du nuage d'hydrogène, et dont les frontières sont limitées par l'héliosphère. L'héliosphère est une barrière, et de l'autre côté, l'interstellaire. Ou dirais-je, l'espace interstellaire. Prenez compte, les amis, que lorsqu'on évoque l'espace interstellaire, c'est pour préciser l'espace qui entoure notre zone, ou plutôt barrière, et qui se limite par l'héliosphère, qu'on nomme aussi l'atmosphère du Soleil. Ce phénomène, l'héliosphère, est obtenu par les vents solaires dus au mouvement de notre Soleil. Tandis que l'interstellaire évoque la zone spacieuse se situant entre deux systèmes planétaires. C'est en quelque sorte un mélange de gaz, de rayons cosmiques et de poussière. Alors comme je disais, le Soleil contient 99% du nuage d'hydrogène, et le reste on le retrouve dans les 9 planètes, puisque c'est par ce biais qu'elles vont naître. Au cœur du noyau du Soleil, on trouve, si vous voulez, un réacteur nucléaire, d'une température de plus de 15 millions Celsius. Et il faut savoir qu'à chaque seconde, le Soleil brûle plus de 4 millions de tonnes de sa masse. Il faut 8 minutes et demie en rayon de soleil pour parcourir 150 millions de kilomètres. Imaginez un peu, c'est énorme. Alors autour du Soleil, sur la surface, on y trouve la photosphère jaune, avec une température à plus de 6000 à 7000 degrés. Et juste au-dessus, la chromosphère rouge, qui agit un peu comme une éruption volcanique. Pourriez-vous imaginer, chers amis, la taille du Soleil, ou bien la comparer aux planètes? Incroyable, n'est-ce pas? Alors comme je disais, en parlant de planètes, celle-ci se trouve aussi en formation, mais demeure encore à ce stade que de la braise, du gaz, du moins insignifiant à nos yeux, puis qui vont se former, ressembler à un astre rocheux. C'est Mercure qui va s'exprimer la première. Elle sera une planète rocheuse à environ 4 milliards d'années après la naissance du Soleil. Elle est d'ailleurs constituée des plus gros morceaux de roche, d'où son poids et son gabarit imposant, et qui se trouve à une distance à plus de 60 millions de kilomètres. En plus de sa taille et de sa masse, son histoire révèle qu'elle a été bombardée par des blocs de matériaux primitifs. Donc la plus ancienne était âgée à plus de 4 millions d'années, imaginez-vous. Dans cette planète, il y avait de la diversité. On y trouvait des plombs et de la lave, mais aujourd'hui, elle s'est asséchée. Pour ma part, je pense que le changement de température thermique dû à sa trajectoire en sont principalement les causes de l'absence de lave. Et tu pourrais qu'elle cache en elle un autre secret, allez savoir. En tout cas, c'est la plus petite planète avec un diamètre de plus de 5000 km. Ensuite, nous avons Vénus, la planète volcanique. Plus de 480 degrés Celsius à l'intérieur, avec une masse semblable à notre planète. Il faut savoir que cette planète a une rotation inverse à toutes celles qu'on retrouve dans notre système solaire. Enfin, presque. Il faut savoir que dans la période primitive, Vénus était une planète habitable, voire abritant de la vie. Sa course était différente de la nôtre, puisqu'en ce temps-là, la formation de la planète était différente. La théorie la plus probable, pour résumer l'histoire de Vénus, c'est d'ailleurs une théorie que j'ai trouvée à l'aide de recherches. Comme vous le savez, tout prend ce chemin expansif, tout en prenant de la masse. Ce qui paraît pour nous un tourbillon de nuages de gaz dans le système primitif serait en réalité un champ contenant des corps, des nuages, du gaz, etc. Et qui s'élargit à partir d'un autre système solaire encore présent ou qui demeure maintenant obsolète. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un système planétaire qui avait été établi dans l'univers. Et que ce système que l'on nomme, nous, comme étant notre galaxie, était autrefois un système planétaire qui s'est amplifié, si vous voulez, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est à partir de la mort d'une étoile géante que notre futur Soleil, devenu supernova après l'explosion, qu'un nouveau système va naître autour, ou plutôt à partir de l'assemblage, si vous voulez, des nuages d'hydrogène, d'anneaux de gaz, de poussière, etc., que le Soleil va naître, puis s'imposer comme l'acteur principal dans notre environnement délimité par la puissance qu'il émet
D'où le fait qu'on retrouve des carcasses dans notre système galactique et dans notre système solaire. Donc Vénus était une planète bleue. Ça explique pourquoi on n'a quasiment plus de champ magnétique. Aujourd'hui, on pourrait illustrer comme étant notre futur, ou encore on pourrait le prendre comme exemple. Car c'est ce qui arrivera à la planète Terre. La fin de Vénus est marquée par l'éclosion d'une nouvelle étoile. C'est ce qui arrivera avec Jupiter, qui deviendra elle aussi une étoile. Ensuite, étoile géante, puis supernova. C'est l'histoire qui se répète en fin de compte. Maintenant, nous allons passer à Mars, la planète rouge. La petite planète a une atmosphère comme notre planète. On la considère comme étant la petite sœur d'ailleurs, donc la petite sœur de la Terre, par rapport à son échelle. Elle a une température qui franchit également les 0 degrés, du fait que le Soleil se trouve à plus de 129 millions de kilomètres. C'est une boule de roche glacée avec seulement 2 saisons. D'ailleurs, en elle, on trouve au nord des plaines de lave, alors qu'au sud, on y trouve des cratères. Une preuve de plus qu'elle n'est plus qu'une carcasse contenant des glaces sous terre, mais qui révèle à la surface, à cause du changement périodique des saisons, des empreintes, des traces, d'impact. On peut aussi y voir qu'elle contenait, si vous voulez, une île, voire plusieurs, mais aussi qu'il y avait des fleuves, mers et autres, des vallées, des montagnes, et aussi des fossiles volcaniques. Elle contient un champ magnétique assez large, donc son atmosphère et son air est 150 fois plus ténu que dans la Terre. Comme je l'ai dit, c'est une planète morte. Ensuite, il y a Jupiter. Comme vous le savez déjà, pour moi, Jupiter est une protagoniste de grande exception, car elle aura pour rôle, si vous voulez, de marquer la fin de notre système solaire. Je le vois comme un compte à rebours. Je pourrais aussi bien y voir une minuterie ou un chronométreur. Première remarque, elle est énorme. C'est la plus corpulente du système solaire. Et la 5e planète, partant du Soleil, 779 millions de kilomètres, voire un peu moins. Un rayon de plus de 70 000 km et une superficie de plus de 61 milliards de kilomètres carrés. Une journée dure quasiment 10 heures. On peut l'égaler en prenant 1400 planétaires. Imaginez un peu 1400. Ça en fait des générations, civilisations et autres à y faire entrer. Toute l'histoire de la Terre. Depuis son début, toutes ces créatures qui ont vécu par succession pourraient tous, autant qu'elles sont, vivre ou plutôt revivre dans cette planète. Pour moi, Jupiter, c'est l'enfer de notre système solaire. Après, évidemment, il y a un autre enfer qui, lui, se trouve au nord-ouest de notre univers et qui est matérialisé en zone, ou plutôt en nuages poussiéreuses. J'en parlerai dans le thème approprié, n'en doutez pas. Jupiter est tellement immense que sa gravité aspire toutes les comètes, ainsi que les corps, du moins insignifiantes. Par son apparence, elle est séduisante. Mais à l'intérieur, c'est l'enfer. On trouve des courants de gaz, de grandes tempêtes, des orages, aussi un noyau à plus de 30 000 degrés Celsius et une atmosphère 10 fois plus dense que la Terre lorsqu'on s'enfonce dans cet enfer. Son champ magnétique est le plus puissant après celle du Soleil. Et à ma connaissance, elle détient 16 satellites, voire 18 si bien sûr les scientifiques prennent cette théorie en compte, bien sûr. Alors il faut savoir que Jupiter aurait détruit les super-terres du système solaire. Je vous parlerai aussi de ces lunes et de leur rôle prochainement dans la vidéo qui interprète celle-ci. Maintenant, Saturne, deuxième plus grosse planète, après Jupiter. On la reconnaît par ses anneaux. 7 bandes principales. Elle pourra abriter 750 planètes Terre. C'est pas mal déjà, n'est-ce pas? Alors à l'intérieur, c'est un peu comme Jupiter. Je dirais même que c'est le même bordel, bien qu'elle soit très dense, au point qu'on l'imaginerait flotter sur mer, tellement elle est dense. En revanche, les cyclones et les vents sont un peu plus importants que ce qu'on retrouve en Jupiter. Son hydrogène métallique produit le champ magnétique comme c'est le cas pour Jupiter. Elle est entourée de satellites autour d'Uranus. C'est la 7e planète à partir du Soleil, avec une distance d'un peu moins de 3 milliards de kilomètres et un rayon de 25 362 km. La masse volumineuse du noyau est d'environ 4,42 grammes par centimètre cube et une température de l'ordre de grandeur de 4727 Celsius. Son diamètre est de 50 724 km. Je précise que contrairement à ce que l'on croit voir, elle possède aussi une atmosphère composée d'hydrogène et d'hélium. Une journée équivaut à environ 17 heures. Atmosphère met 14 heures. C'est une planète géante qui ne possède pas de surface solide, comme certaines de ses consoeurs. Elle contient un noyau rocheux solide, recouvert de couches liquides, d'eau et d'ammoniac.
Si on analyse sa rotation, son axe magnétique est décalé de 60 degrés. Elle possède 17 satellites répertoriés. D'ailleurs, à noter que l'un de ces satellites a perdu en masse pendant sa course. Sa taille s'est réduite après qu'une partie ait été réduite en débris. Puis ces débris vont être attirés par le champ de rotation d'Uranus, devenant les anneaux. La planète met 84 ans pour parcourir sa route autour du Soleil. Alors, chers amis, pour certains, je la rapprends. Je sais pertinemment que ce genre d'informations, on en trouve à portée de vue. Ce que j'espère de vous, c'est que vous soyez attentifs à chaque moindre détail. J'interpréterai les propos évoqués de sorte à ce que vous puissiez voir ou percevoir le fond de ma pensée. Finissons avec Neptune. Cette belle planète élégante, avec une couleur bleue, océan. Elle prend la 8e place et donc la plus éloignée. Elle n'a pas non plus de surface solide, étant donné que c'est une géante, comme la précédente. Elle est faite d'un noyau rocheux, solide, recouvert d'eau et aussi d'ammoniac. Pareil pour la composition atmosphérique, il y a de l'hydrogène et de l'hélium. Elle se trouve à moins de 4 milliards et demi du Soleil, 4 milliards et demi kilomètres, bien d'accord, du Soleil, avec un rayon de plus de 24 622 km. Son noyau est composé de silicate et de fer, avec une température supérieure à 5000 Celsius. En revanche, les températures au sommet des nuages atteignent les moins 219 Celsius. Une journée dure 16 heures. Il faut 165 ans pour parcourir son propre orbite. Son diamètre est de 50 000 km. Autour de Pluton. En ce qui concerne Pluton, il y a une petite ambiguïté. J'en parlerai dans le thème approprié. Alors, chers amis et compatriotes, sachez que ces infos sont tout de même importantes à connaître. C'est une évidence, nous sommes justement là, ensemble, afin de s'accompagner mutuellement et que nous puissions ensemble représenter une pensée comme si nous formions une seule personne. Dans une personne, on trouve multiples cellules en action. Alors soyons ainsi. Maintenant, concentrons-nous, car les séquences qui vont suivre sont riches en révélations. En reprenant un par un ce peuplement dans le système solaire. Comme vous le savez, chers amis, le Soleil apporte des bienfaits à notre planète, notamment pour la photosynthèse. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la partie 3 de connaissance de vie. Un phénomène qui permet la production d'oxygène sur Terre pour que nous puissions respirer. Je précise que je vais citer seulement les infos les plus vitales et que je mettrai en haut de chaque liste. Je sais bien que le Soleil apporte bien plus d'avantages, mais disons que ces précisions n'ont pas d'intérêt dans cette vidéo. Maintenant, passons à Mercure. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous donner un point de vue personnel. Donc déjà, sachez qu'on trouve du silicate dans Mercure. Il faut savoir aussi que Mercure a perdu un gros morceau. Et ce morceau est tombé dans la Terre pour apporter justement le sable. Alors ensuite, voici mon point de vue concernant les 9 planètes. Pour moi, elles sont au nombre de 7. J'en dis pas plus pour le moment. Alors reprenons pour Mercure. La plus petite planète n'est pas installée là pour rien. Sachez qu'elle a pour objectif de nous protéger des activités atomiques et les éruptions et plus encore. Donc quand je parle d'éruptions, je parle bien sûr des éruptions solaires. En fait, les amis, imaginez le schéma d'atome ou de l'atome, avec le noyau au milieu, les protons et les neutrons, et puis les électrons qui tournent autour. Faites-y le rapprochement avec notre système solaire, ce tout avec chacun son axe directionnel, et se concentrer d'énergie au centre. Donc pour en revenir à Mercure, cette petite boule rocheuse métallique a la particularité d'être rapide, puisqu'elle tourne autour du Soleil en 88 jours seulement, mais tourne sur elle-même en 58 jours terrestres. Elle joue à la fois le rôle de protecteur, mais aussi de conservateur, car la rotation qu'elle effectue lui permet de transformer l'énergie emmagasinée en une sorte d'énergie cinétique, et qui se convertira en électricité. Donc prenez compte que cette énergie dégagée par le Soleil est absorbée par Mercure et se déplace en forme de fluide, gaz, et aussi en forme de masse énergétique, à forte chaleur. En même temps, elle agit comme un élément possédant une charge négative. Petite info personnelle, cette taille est inappropriée quand on la compare au noyau. Et c'est en partie dû à la collision avant sa formation. On retrouve d'ailleurs des morceaux dans notre planète. Alors maintenant autour de Vénus, jumelle de la Terre. On l'imagine comme un enfer, mais c'est un endroit assez calme. Mais aussi, c'est la plus chaude du système solaire. Déjà, son atmosphère n'est pas comparable à la Terre. Vénus a tellement de CO2 que la lumière du Soleil ne traverse même pas l'atmosphère. C'est pourquoi il y a une chaleur immense en surface, mais beaucoup plus dense, donc disons moins forte à l'intérieur. Le CO2 représente plus de 96%. Il faut savoir qu'elle a pour rôle d'embellir notre planète.
Elle était autrefois une planète vivable, hein, mais maintenant elle est dépouillée d'elle-même. Ses conséquences sont dues aux éruptions volcaniques, activées depuis des milliards d'années. Elle tombe dans le sens opposé du fait de son immigration dans ce nouveau système, et aussi de sa collision autrefois avec la Terre. Contrairement à ce que pensent les scientifiques, hein, d'une possibilité de collision avec une comète, moi c'est une toute autre théorie que j'ai. Euh, ce n'est pas une comète si vous voulez, mais la Terre, dans sa forme de base, avant les collisions qui ont abouti justement à la Terre qu'on a aujourd'hui. Tous ces corps qui gravitent dans le système solaire sont issus de nombreux astres. Chaque morceau sera retrouvé dans notre planète pour devenir ces éléments chimiques, métaux et autres, et matières premières. C'est le même cas pour l'eau. La rotation inversée de Vénus lui permet de ravitailler la Terre par sa perte de CO2. C'est pour ça qu'on a une surcharge de CO2 et un réchauffement climatique qui devient un sujet vraiment critique pour les populations de Terre. Ensuite, passons à Mars, planète de sang ou planète rouge. C'est une planète combinée à partir de gaz et de poussière, avec au centre, dans le noyau, du fer, du nickel et du soufre, et qui agit comme une sorte de champ magnétique repoussant le vent solaire. L'enveloppe du noyau est un manteau rocheux, et dont les minéraux, silicates, la composent. Sa croûte est en fer. Alors la composition de Mars est de sorte à pouvoir attirer vers elle les traces d'oxygène. Car si l'oxygène n'est pas manipulé correctement, il y aura une surcharge. Et ce concentré nous apporterait un réchauffement planétaire encore bien plus important aujourd'hui. Le cycle de l'oxygène est court et surtout carburant. C'est dû à cet oxygène aspiré que Mars est de couleur rouge. Et justement, Mars est une planète dépouillée. Il y avait de la vie autrefois. D'ailleurs, on y trouve des traces de marécages, de fleuves et tout ça. Sa fin décisive s'est faite en même temps que celle des dinosaures. Disons qu'il y avait des éruptions volcaniques à haute pression, comme lorsqu'une planète rend l'âme, ou est proche de sa fin. Une éruption à grande échelle a eu lieu, provoquant ainsi la sécheresse totale de la planète. En revanche, cette éruption volcanique va propulser un corps rocheux d'une masse gigantesque, qui va par la suite se diriger vers la Terre et marquer la fin des dinosaures. Il y a environ 50 millions d'années que les volcans martiens se sont éteints, contre 66 millions d'années pour les dinosaures. Ce morceau de roche volcanique mesurait 10 km de diamètre, pour 1500 milliards de tonnes. Son poids est dû à la vitesse de son impact en contact avec la Terre. Un mot autour de Jupiter. Alors bien sûr, à première vue, on croirait que c'est un paradis, alors que fou, c'est un enfer. Elle délimite la fin de notre système. Sachez qu'elle a migré que récemment dans notre système. Je réserve les infos pour le thème approprié. Autour de Saturne, une planète qui porte un intérêt vital pour notre système. Déjà de 1, ces anneaux révèlent le nombre de temps qu'un système, donc l'âge de notre système solaire, puisque Saturne agit en fait, si vous voulez, comme un aimant chez ces anneaux. Sa taille impressionnante lui permet d'attirer de grands corps célestes, comme des lunes. Elle a plus de 100 000 anneaux individuels, bien répartis. Pour ma part, elle a le même rôle que Mars, sauf qu'elle a pour mission d'attirer les plus grands corps célestes. En plus de sa vitesse de rotation élevée, qui agit en centrifuge pour ces corps célestes, elle va tellement vite que sa forme se modifie au fil du temps, en prenant un aspect un peu plus aplati, si vous voulez, plus son élargissement dû aux activités qu'on trouve en elle, et aussi à ce qu'elle consomme. Pour moi, je pense qu'elle pourrait être habitable. Je tiens à répéter, chers amis et compatriotes, que ces astres servent tous d'outils de rechange. Sachez que tous les 14 ans, l'ensemble des anneaux se trouve dans la position de bord. Et là, je parle bien évidemment de Saturne. C'est dû à l'inclinaison naturelle de Saturne et de ses anneaux. Je vous laisse en déduire individuellement. Autour d'Uranus. J'aimerais ajouter qu'elle tourne autour du Soleil de manière à rouler sur son orbite. C'est-à-dire que son pôle sud et nord sont tout le temps exposés au Soleil, sur une durée de plus de 40 ans. C'est la planète chargée en glace, mais aussi celle qui en distribuera davantage, puisque si la trajectoire de son orbite est bouleversée, et là je me comprends quand j'évoque le mot bouleversé, c'est à cause d'une possibilité de collision avec un astéroïde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un choc planétaire entre des planètes à glace serait une hypothèse improbable. En revanche, un astéroïde serait entré en collision avec Uranus, provoquant non seulement un phénomène où des morceaux de roche contenant de la glace
été propulsés d'Uranus pour se diriger vers la Terre. Les morceaux de cet astéroïde, réduits en miettes, se déplacent autour de Uranus, dû au phénomène de centrifuge, et forment maintenant les anneaux de Saturne. Encore une fois, n'oubliez pas que chaque planète a une influence sur notre planète et notre système. Dans Uranus, on y trouve justement les éléments, disons les mêmes éléments, sel, gouttelettes d'eau, gelée, hein, et plus encore. Ces mêmes éléments importés sur la Terre participera à accueillir de la vie. C'est de Uranus que provient l'eau, et c'est encore d'elle que provient le sel, mais aussi la pluie. Il y a aussi ce phénomène météorologique, hein, où le Soleil est responsable de l'évaporation de l'eau sur Terre, hein, je parle bien évidemment, pour monter en atmosphère, puis redescendre, mais ce n'est pas suffisant, si vous voulez, pour produire autant de pluie. Et puis cette théorie est à moitié erronée, puisque pour que le Soleil puisse agir sur l'eau, il faut tout de même prendre en compte de la distance entre lui et la Terre. En plus du mouvement atmosphérique, pas possible de produire autant d'eau. En revanche, si un autre phénomène venait à se mêler, on obtiendrait le résultat miraculeux que nous voyons de nos jours. C'est aussi un moyen de purifier, si vous voulez, la vapeur d'eau pour le bienfait de notre environnement planétaire. Tour de Neptune maintenant. Cette planète est pour moi la même qu'Uranus, à exception près de sa distance éloignée avec le Soleil, et influençant son aspect. C'est aussi la raison de sa couleur plus vive, hein, si vous voulez, quand on la compare aux planètes de glace. Tout comme certaines planètes, sa couleur est due à son environnement, hein, mais aussi due à ce qu'elle consomme. Tout comme Uranus, elle aspire du méthane, d'où la couleur bleue dominante, hein, dans chaque surface. C'est une planète habitable, mais qui ne contient pas de continent. Bien qu'elle soit la plus éloignée et la plus froide, à l'intérieur, donc à proximité de la côte, il y aurait une chaleur assez modérée, et pourquoi pas de la vie. C'est une planète qui a migré dans notre système. D'ailleurs, je la soupçonne d'être une petite partie d'un géant de glace, comme ce fut pour les autres planètes de gaz. Et que les multiples de collisions avant la période de formation de notre système ont abouti à toutes ces planètes de glace. J'ajoute que Neptune a une lune très active, hein, et qui reflète la lumière du Soleil à plus de 70% de ce qu'elle absorbe. Mais aussi, elle est responsable des activités météorologiques, hein, dans Neptune, de même que la Terre. Sauf que dans celle-ci, on y trouve des tempêtes, des tornades, des cyclones en abondance. J'en profite pour étaler une théorie au sujet de la tache, apparue sur Neptune en août 89. Cette tache est soit due à sa lune, ou à un phénomène, si vous voulez, de champ magnétique provoqué par le rapprochement d'un objet en roche plutonique, comme par exemple Pluton. D'ailleurs, roche plutonique, Pluton, vous avez la référence. Et oui, chers amis, Pluton est un satellite lunaire qui s'est invité dans notre système, dû au phénomène de centrifuge. Soit Pluton a été abandonné après la fin d'un ancien monde, hein, donc comme je le disais, l'ancêtre de notre système solaire, éparpillé dans le milieu interstellaire, et même plus loin dans notre galaxie. Bien sûr, quand on évalue la distance avec notre système solaire. C'est pour ça qu'il y a toute cette multitude d'étoiles, astres et autres, de taille gigantesque, et prenant un chemin expansif. Alors, chers amis et compagnons, on a terminé avec cette partie. Petite info au sujet de Jupiter, on connaît son futur, apocalyptique, et l'enfer qu'elle représente. Mais il se pourrait aussi que ce soit une illusion, si vous voulez. Les mondes formés par les différentes couleurs sont aussi un argument convenable pour expliquer une théorie qui vise que à l'intérieur, la température serait convenable d'accueillir de la vie. Et pour Vénus, ça serait tout le contraire. À vous de voir. Chacun détient sa vérité, basée sur une ou plusieurs théories propres à soi-même. Mes chers amis et compatriotes, je vous laisse et on se donne rendez-vous pour la prochaine publication. Peace and love et bonne année à tous.